Bonjour, aujourd'hui nous nous entretenons avec le docteur Fraîche du Collège de la médecine générale. Bonjour. Bonjour, on s'était déjà vu il y a un an et je suis ravi d'être là avec vous. Alors justement depuis notre entretien du CMGF 2016, comment ont évolué les relations de la médecine générale avec les institutions dans le domaine du cancer ? Alors c'est une excellente question. D'abord parce que c'est totalement d'actualité. Alors, il s'est passé plein de choses depuis un an. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé de la nécessité de la valorisation du travail de la médecine générale et du médecin généraliste auprès des patients atteints de pathologie néoplasique, c'est-à-dire atteints de cancer. Et je vous avais expliqué que on était un petit peu invisible, qu'on travaillait beaucoup, qu'on accompagnait régulièrement ces patients et que tout compte fait, on parlait peu de nous. Bon. Et effectivement, depuis un an, alors ça avait déjà commencé il y a un an, je vous en avais parlé, et maintenant c'est beaucoup plus structuré. Depuis un an, les institutions, et notamment l'État, par l'intermédiaire et de la Direction générale de la santé et de l'INCa, qui sont les deux grosses institutions, ont fait un pas en avant, un pas majeur, c'est-à-dire qu'on est enfin reconnu comme étant des acteurs important dans la prise en charge du cancer, dans la lutte, cette grande lutte contre le cancer dont tous nous, en tant que médecins, on est obligé de s'y intéresser. Et donc, du coup, depuis un an, on a signé, c'est-à-dire le Collège de la médecine générale, qui est quand même l'instance qui représente au mieux la médecine générale, par son côté scientifique, son côté institutionnel, son côté de médecin de terrain, et l'INCa, l'Institut national du cancer. Nous avons signé un accord cadre qui permet de pouvoir enfin travailler sur certains domaines et de rendre visible de manière officielle tout le travail que la médecine générale fait. Et au-delà de la visibilité, on a des projets de recherche, on a des projets de réflexion, de travail. Alors, bien sûr, ça s'est matérialisé par la signature d'un accord. Le professeur Pierre-Louis Drouet a signé un accord avec le professeur Norbert Infra, qui est le président de l'INCa, et puis certains d'entre nous dont je fais partie, les membres du Collège de la médecine générale et ses experts, sont rentrés dans des institutions, dans des commissions, commission de prospection pour le dépistage du cancer du sein, de la commission stratégique à la DGS, etc., etc. Et donc, du coup, on a une véritable reconnaissance de notre travail et on peut commencer vraiment à travailler de manière concrète. Alors, tout ça pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a enfin une valorisation de ce travail, c'est pas trop tôt, et que maintenant, va falloir que tout ça débouche quand même sur des protocoles de recherche, de savoir où est-ce qu'il va falloir commencer à réfléchir. Et puis deuxièmement, ces protocoles de recherche vont avoir comme objectif aussi de construire des recommandations et des protocoles. Parce que malgré le fait qu'en médecine générale, on n'aime pas trop quand c'est trop cadré sous un protocole, il manque une protocolisation, un cadre pour que à la fois nous, les généralistes, on sache dans quoi on doit s'impliquer le plus. On n'est pas des oncologues, on n'est pas des cancérologues, donc on ne peut pas s'occuper de tout, bien sûr. On sait que quand on fait des recherches qualitatives et qu'on interroge les médecins généralistes, ils n'ont pas du tout envie de s'investir dans le choix thérapeutique. Ce n'est pas leur domaine. Par contre, ils s'investissent énormément dans le soutien psychologique, dans plein d'autres choses auxquelles on reverra tout à l'heure. Donc la recherche en médecine générale, c'est vraiment un point important qui va permettre d'avoir des écrits, des articles qui seront publiés à l'international. Et puis ça va permettre aussi aux spécialistes du cancer de nous voir, de voir ce qu'on fait, de pouvoir nous lire et de pouvoir avoir une reconnaissance un petit peu plus importante qu'ils n'ont pour l'instant. Bon. Alors cette recherche, elle va aussi déboucher sur, comme je disais, des protocoles, mais des protocoles qui peuvent déjà aller sur dépistage, prévention. C'est deux grands domaines importants du travail et de l'implication du médecin généraliste. Puisque vous parlez de dépistage, que pensez-vous des campagnes de dépistage du cancer ? Alors on est en pleine actualité et je vous remercie de poser cette question parce que effectivement,
cette année s'est posée la grande question sur l'intérêt, la nécessité du dépistage du cancer du sein sous forme organisée, dépistage organisé. J'ai fait partie d'une commission qui a travaillé sur la campagne citoyenne qu'a mis en place la ministre sur le dépistage du cancer du sein. C'est un vrai débat, c'est un vrai problème. Au-delà du dépistage du cancer du sein, il y a aussi le cancer de la prostate, il y a plein d'autres choses. Bon, là, il n'existe pas de dépistage organisé. C'est toute cette notion de dépistage du cancer qui est, si ce n'est remis en cause, sur lequel on peut réfléchir. Est-ce que véritablement il est important de dépister des cancers le plus tôt possible, avec cet adage qui est de dire plus tôt je les découvre, mieux ça va être et plus j'ai des chances de guérir le patient. Bien sûr, cancer, on est tous d'accord, c'est la première cause de décès dans le monde, c'est une maladie grave. On n'est pas face à une maladie bénigne, c'est une maladie qui tue énormément. Et il est évident que dans cette grande lutte contre le cancer, le dépistage, on a envie. Le dépistage, c'est important. On a envie de se dire, oui, plus je vais les découvrir tôt, plus je vais en guérir. Sauf que dans la réalité scientifique des choses, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a le problème qu'on commence à identifier, qu'on commence à comprendre et qu'on commence à admettre, qui est la reconnaissance des effets du surdiagnostic et du surtraitement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend le cas du cancer du sein, par le dépistage, on peut sauver des vies, bien sûr. Mais parallèlement à ça, on va engendrer du surdiagnostic et du surtraitement. Est-ce que les femmes sont prêtes à ça ? Alors nous, ce qu'on dit, en tout cas sur lequel on a travaillé, et je ne vais pas rentrer dans tout ce débat, parce qu'il nous faudrait 1 heure de débat, mais ce qu'on dit, c'est que ce qu'on voudrait, c'est qu'on travaille sur la décision partagée avec la patiente, c'est-à-dire cette patiente à qui on va proposer un dépistage, il faut qu'elle soit au courant, avec un discours honnête, sur voilà les avantages du dépistage, voilà les inconvénients. Donc là, on n'est plus sur le cancer du sein, et donc du coup, il y a eu toute une plénière là, dans ce congrès sur l'intérêt du dépistage du cancer du sein. Ensuite, si on parle par exemple de la prostate, et là hier il y avait une très belle communication sur le dépistage du cancer de la prostate par le PSA, qui est le PSA n'est pas un bon examen, c'est typiquement le cancer où on se dit que tout compte fait de dépister des hommes qui sont asymptomatiques par, pourquoi pas le PSA, est-ce que c'est une bonne chose ? On s'aperçoit que non, que c'est pas une bonne chose, que ça change pas grand-chose. Je veux dire, ça a plus d'effets indésirables que d'effets positifs. Donc c'est vraiment des réflexions et des travaux qu'on fait en commun avec les institutions. Le PSA, il y a eu tout un travail qui a été fait avec la Caisse, la CNAM et avec l'INCa. Le cancer du sein, il y a eu tout un travail, le dépistage du cancer du sein, il y a eu tout un travail qui a été fait avec les radiologues, avec les cancérologues, avec les oncologues, avec les institutions, et enfin avec les médecins généralistes. Donc je trouve qu'on va plutôt dans le bon sens. Maintenant, pour répondre à votre question sur le dépistage et le dépistage organisé, je crois qu'on doit se poser des questions sur la nécessité de faire du dépistage organisé. Je pense qu'il est plus important de faire certains cancers le méritent. Là, on va lancer, bientôt il va y avoir le dépistage organisé du cancer de l'utérus. Et ça, c'est important parce que ce sont des femmes jeunes qui meurent chaque année de cancer. Donc pour certains cancers, c'est plutôt positif. Pour certains autres cancers, c'est plutôt négatif. D'accord. Et quel est le rôle du médecin généraliste dans la gestion des effets indésirables, notamment des thérapies anticancéreuses ? Alors pareil, je vous remercie de me poser cette question puisqu'on a fait un travail à Poitiers, dans l'équipe de recherche avec qui je travaille. On a fait une revue systématique de littérature là-dessus et c'est effectivement une question importante. Je vais revenir juste avant pour dire simplement que en fait, c'est la place du médecin généraliste pendant la phase active du traitement d'un patient qui est traité pour un cancer. Alors, pendant cette phase, qui est quand même une phase assez importante, les médecins généralistes se sentent un petit peu oubliés.
C'est-à-dire que quand on les interroge, ils disent souvent le patient il est happé par le monde des spécialistes du cancer, hein, il est happé par tout le monde hospitalier, et du coup, en tant que généraliste, on ne revoit pas trop les patients. Donc nous, on s'est posé la question de savoir, mais quelle était la place ? Quel était le rôle du médecin traitant pendant cette grande phase, qui est la phase active du traitement, où le patient va aller soit vers la guérison après, et il y aura ensuite un suivi, et notamment par le médecin généraliste, soit il va aller malheureusement vers le décès ou la fin de vie. Alors, dans cette phase active, il y a ces fameuses prises en charge des effets indésirables des chimiothérapies et des traitements. C'est important parce qu'en fait, depuis les années 2000, on vit une espèce de révolution importante, qui est qu'il y a de plus en plus des traitements de chimiothérapie ou de thérapie moléculaire ciblée qui se prennent sous forme orale. Donc on n'est plus dans cette image du patient qui va avoir une chimiothérapie IV avec des effets indésirables gérés par le monde hospitalier, comme les vomissements. Moi j'ai vécu ça, ma génération a vécu ça, les vomissements, les chutes de cheveux, etc., etc. On est maintenant dans une diffusion de médication par les pharmaciens en ville depuis 2004. Maintenant les pharmaciens peuvent délivrer ces traitements et nous on peut les renouveler. Comme l'hormonothérapie dans le cancer du sein ou autre. Et donc on est confronté à une nouvelle donne qui est l'apparition et la gestion d'effets indésirables, soit immédiats, nausées, vomissements, plein d'autres choses, et puis aussi l'arrivée d'effets indésirables au long cours, 10 ans, 15 ans plus tard. Et donc c'est important qu'on s'approprie, nous les médecins généralistes, la gestion de ces effets indésirables. C'est ce que demande la société, c'est ce que demandent les institutionnels, et nous, c'est véritablement notre place. Alors, pour ça, et c'est là où on voit que le travail en commun est énorme, c'est qu'il y a des généralistes déjà, comme à Toulouse, il y a des généralistes qui ont déjà travaillé sur la création d'outils, de fiches, de fiches de synthèse, qui ont fait des articles sur cette implication des médecins généralistes auprès des patients qui présentent des effets indésirables des chimiothérapies orales, principalement. Et puis l'INCa aussi vient de sortir des fiches et des documents qui sont importants, qui sont utiles à mon avis, qu'il faut s'approprier et qui vont permettre de mieux gérer ces effets indésirables. Donc tout compte fait, pas de panique, comme disait ma collègue hier, pas de panique, ces médicaments, ils vont arriver sur le marché, ils arrivent sur le marché déjà. Il y a des effets indésirables qui sont tout à fait gérables en ville et dans une bonne relation avec le médecin traitant, les oncologues, les cancérologues et le pharmacien de ville. Je crois qu'on va pouvoir de mieux en mieux encadrer les patients. D'accord. Écoutez, je vous remercie pour ces précisions. Bonne journée. Et je voudrais simplement conclure pour dire simplement que, comme vous le voyez, les choses évoluent et je crois qu'on a beaucoup de travail encore, nous les généralistes, aidés par les institutions, pour faire des protocoles de recherche, pour réfléchir, pour fouiller aussi, faire de la recherche qualitative ou autre, de manière à protocoliser ces soins. Et je suis plutôt optimiste pour l'avenir. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie.